Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Libre Journal des économistes, l'émission ultra néo-turbo-libérale sauvage de Radio Courtoisie. Le thème de l'émission du jour est l'environnementalisme, stade suprême du libéralisme. Et pour en parler, j'ai la joie de recevoir dans le studio François-Xavier Oliveau. Bonjour Olivier. Bonjour François-Xavier, ingénieur, dirigeant d'entreprise, investisseur. Alors, j'ai déjà dévoilé que vous étiez ingénieur, mais oui, vous avez été formé... Vous avez une solide formation puisque vous êtes non seulement ingénieur centralien, mais vous êtes aussi Sciences Po et vous avez fait aussi un MBA, Master of Business Administration, ou pour nos auditeurs exclusivement francophones, une maîtrise de droit, de gestion ou de gestion des affaires, disons, ou d'administration des affaires. Voilà, donc c'est trois domaines très divers, disons, et voilà, ça a duré combien de temps d'ailleurs des études? Les études, la première partie, 6 ans après le bac, puisque j'ai pu faire une année à Sciences Po et une année à Centrale en parallèle, et puis la deuxième partie, le MBA, 2 ans en fait. D'accord, oui, très bien. Voilà. Parfait. Et donc vous avez été consultant au Boston Consulting Group. D'ailleurs, j'ai eu la joie ici de recevoir Xavier Fontanet, qui était un consultant lui aussi au Boston Consulting Group et qui a eu la joie d'appliquer, il nous a raconté ça, sa fameuse matrice à Beneteau, à Eurest et à Essilor. Donc, voilà, c'est probablement le meilleur ambassadeur du BCG, Xavier. Je crois, oui. C'est absolument extraordinaire. Tout à fait. Vous êtes resté longtemps d'ailleurs comme consultant au BCG? J'y suis resté 5 ans. D'accord, oui. Et puis donc depuis, comme je le disais, vous êtes dirigeant de l'entreprise et investisseur, et puis vous occupez de transition environnementale, ça pour les entreprises. Absolument. Voilà. Alors vous avez écrit un livre, vous avez écrit 2 livres d'ailleurs. Vous avez écrit déjà Microcapitalisme en 2017, livre qui parle, je crois, du fait que chaque foyer peut désormais vendre ses places de parking, ses trajets automobiles, son Airbnb, etc., faire beaucoup de choses. Est-ce que je me trompe? Non, c'est tout à fait ça. C'est l'idée que l'économie actuelle, l'économie des plateformes, ouvre des possibilités pour effectivement des individus ou des ménages de rentrer de manière positive dans l'économie et directe. Donc je peux vendre un système de transport en étant sur Blablacar, je peux louer ma maison via Airbnb, etc. Et donc il y a pas mal de plateformes comme ça qui permettent de faire ça. Et donc on devient tous des micro-capitalistes qui exploitons notre micro-capital. D'accord. Donc c'est un peu ça l'idée. Et la question que je pose, donc je décris un peu cette économie-là, et la question que je pose, c'est est-ce que notre système social est adapté à ça? Et la réponse est non. Je ne vous cache rien. Vous avez tout à fait deviné. Et donc, je propose une refonte assez radicale du système social en partant d'une page blanche, en constatant que le système tel qu'il a été construit, en gros, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, est plus du tout adapté, et notamment que la place centrale du salariat et le fait qu'on ait mis sur le salariat beaucoup de droits associés, retraite, chômage, mais même droit au logement, puisque vous pouvez difficilement maintenant vous loger sans fiche de paye, même avec d'ailleurs. Donc vous avez en fait un côté central du salariat qui est moins adapté à cette logique où finalement vous avez une désintermédiation de l'entreprise d'une certaine façon et à une intervention directe de la personne dans la vie économique de manière tout à fait rentable. Donc je pousse à une logique de reconstruction autour d'un libre choix entre le salariat et l'indépendance qui ne soit pas pénalisé sur le plan des bénéfices sociaux qu'on peut en retirer par le fait qu'on soit indépendant. Très bien, parfait, oui. Et puis vous avez écrit donc en 2021 le livre dont nous parlerons aujourd'hui, La crise de l'abondance aux éditions de l'Observatoire. Alors j'avoue à mes lecteurs que c'est la première fois à mes auditeurs, pardon, que c'est la première fois en 15 ans d'émission, je crois à peu près, que je n'ai pas lu l'ouvrage de mon invité. C'est parce que je ne sais pas si c'est l'éditeur, l'attaché de presse, la poste, peu importe. Ça peut bien passer. Voilà. Il y a eu un problème. Il y a eu un problème technique. Je n'ai pas reçu le livre à temps pour pouvoir le lire, mais voilà, j'ai eu la joie de vous entendre il y a quelques semaines en conférence, donc j'espère que ce que j'ai compris de votre propos, et puis de toute façon vous êtes là pour corriger toutes les erreurs que je ferai à ce sujet, voilà. Donc nous parlerons de ça. Dans un premier temps, alors je vais juste vous parler d'actualité libérale avec ce samedi, il y a de l'école du libéralisme, 21 février. Vous pouvez vous inscrire à contact@irefeurope.org. Il y aura 2 conférences, une conférence de François Facchini qui est professeur à Paris et qui sera d'ailleurs mon prochain invité le 18 mars. Et puis une conférence d'Erwan Tison. Voilà, donc vous pouvez aller voir le détail de ces conférences sur le site de l'IREF, irefeurope.org, IREF, et puis ensuite europe.org.
Voilà. Enfin, IREF Europe, le site, je ne sais pas quelle est l'adresse, mais vous trouverez tout de suite en tapant IREF Europe. Et contact@irefeurope.org pour vous inscrire, et ça se déroule avenue MacMahon à Paris. On vous donnera les détails si vous vous inscrivez, si vous envoyez un courriel. Très bien. C'est tout pour les actualités libérales. Et sinon, au niveau des actualités, alors l'eau sera le pétrole du 21e siècle, nous ont répété pendant tout le dernier quart du 20e siècle les écologistes. Alors soit nous sommes riches, soit nous nous sommes trompés. Soit nous avons été trompés. Qu'en pensez-vous, François-Xavier Oliveau ? Écoutez, oui, ça pour le coup, effectivement, on est plutôt en excès qu'en manque, Oui. et c'était évidemment pas le cas il y a 2 ou 3 ans. L'eau n'est pas une denrée rare. C'est là où la comparaison avec le pétrole est peut-être un peu abusive, et c'est d'ailleurs pas une denrée qui est détruite quand on l'utilise. C'est-à-dire que quand vous utilisez une molécule d'eau, vous la buvez, vous l'utilisez, mais elle est rejetée sous forme de molécule, donc vous ne la détruisez pas, contrairement aux hydrocarbures, donc il n'y a pas de... Il n'y a que l'électrolyse en fait qui détruit l'eau. Oui, il n'y a que l'électrolyse qui c'est ça, voilà. effectivement, vous avez raison. Quand vous fabriquez de l'hydrogène et de l'oxygène, Ouais. vous avez tout à fait raison, vous fabriquez de l'eau. Et il y a de fortes chances qu'il se recombine assez rapidement. Mais sous la effectivement, forme, quand on l'utilise en général sous forme d'hydrogène pour créer l'énergie, il se recombine ensuite en eau. Donc vous avez raison pour l'électrolyse. Mais globalement, Ah oui. c'est assez amusant quand on dit par exemple qu'un bœuf, qu'un kilo de viande rouge consomme 15 tonnes d'eau. Oui, c'est pas détruit, et c'est pas non plus absorbé dans la viande, qui du coup pèserait 15 tonnes et ce serait pas un kilo. Évidemment. Par la force des choses. Très bien vu. Donc Merci pour cette évidence. Et donc elle est bue. Oui. Quand le bœuf se dessèche, quand on fait sécher la viande des grisons, toute l'eau repart dans l'atmosphère. Voilà, elle est transpirée ou urinée, et donc elle repart dans l'atmosphère. Donc c'est un cycle, Oui. c'est un passage. Il n'y a pas de manque d'eau, bien sûr, au niveau planétaire. Il peut y avoir des tensions locales d'eau, tout à fait, ça c'est clair, Oui. et qui sont plutôt en train en tout cas, qui ont tendance à s'aggraver effectivement avec le changement climatique. En tout cas, la cyclicité tend plutôt à s'aggraver, mais globalement, prendre l'eau comme le pétrole du 21e siècle me semble Un petit peu exagéré. un petit peu exagéré. Oui. Alors, il y a eu hier matin sur Europe 1 Emmanuel Ducrot qui a parlé, qui a dit quelque chose de très intéressant, c'est que finalement, tous les écologistes militent pour la sobriété dans l'utilisation de l'eau, et d'ailleurs, ils sont contre ces bassines, voilà, etc. Or, justement, ça permet de stocker, et puis on sait bien chacun que pour arroser les plantes qui sont sur nos balcons, on est bien obligé d'aller chercher, de mettre un petit peu d'eau dans l'arrosoir quand il a fait chaud trop longtemps, et donc elle s'étonne de ça. Elle dit c'est la sobriété, déjà, elle dit c'est le langage de la maladie, de la dictologie. Voilà, ce sont les anciens alcooliques qui essaient d'être sobres. Elle dit c'est très dommage, au contraire, de ne pas stocker cette eau quand il y en a trop, c'est-à-dire c'est le cas en ce moment, pour pouvoir justement la restituer, les agriculteurs quand ils en ont besoin. Et elle cite quand même le cas du Portugal qui retient dans des barrages toute l'eau qui est utilisée en une année en France, paraît-il. Donc, ce qui me paraît beaucoup, mais peu importe, c'est le chiffre qu'elle a donné en tout cas. Oui, en fait, pratiquement plus de 90%. Oui. Je crois 97% de l'eau qui tombe par la pluie repart dans les rivières, en fait. Oui, et donc dans la mer. Donc dans la mer, et donc effectivement n'est pas utilisable. Alors le meilleur moyen pour stocker de l'eau, ça reste quand même les sols. Oui, et donc la qualité des sols et la façon dont ils les utilisent et dont on garde leur capacité de captation de l'eau reste la meilleure solution, parce que simplement la surface est évidemment la plus vaste. Mais effectivement, avoir effectivement la capacité de stocker de l'eau sous forme de bassine, ça paraît du bon sens, effectivement, à un moment où Oui, d'autant que le fait d'arroser avant la pluie, on va dire, permet précisément de rendre la terre plus perméable. Et alors, c'est ça le problème, c'est que quand les agriculteurs n'ont pas le droit d'avoir des bassines et n'ont pas le droit d'arroser la terre, disons, quand elle est sèche, le jour où il pleut, l'eau part directement à la rivière sans pénétrer le sol. Donc c'est doublement dommageable. Ouais, oui, et je crois que vous avez raison, en tout cas, de poser la question de la sobriété ou de la décroissance. C'est très bien d'être sobre, mais il y a une... Ah, moi, j'en pense rien. Le principal... mais le principal... Quand vous parlez des écologistes qui poussent la sobriété, c'est l'un des leviers, mais le principal levier, notamment poussé par le GIEC, ça n'est pas la sobriété, mais c'est la transition technologique. Et c'est pas du tout connu, c'est pas du tout poussé, notamment repris en interne en France par les écologistes, mais les principaux leviers poussés par le GIEC sont beaucoup plus autour de l'équipement, l'infrastructure, des solutions de production d'énergie,
d'isolation, etc., plutôt de la sobriété. D'accord, Et donc, oui, effectivement, oui, oui. la solution... Oui, là, je parlais des écologistes en France, ceux qui se battent sur le terrain, etc., qui n'ont rien à voir avec le GIEC, avec des scientifiques ou avec une quelconque théorie, disons. Oui, non, oui, mais vous avez raison, et c'est pour ça que je fais la différence entre une forme de l'écologie qui est assez militante et qui a un agenda clairement politique très fort et très marqué, et l'écologie qui est la façon dont on gère intelligemment les ressources de la planète et qui, pour le coup, prend en compte le fait technologique et même l'utilise très largement. Donc les bassines, pourquoi pas, de ce point de vue-là. D'accord, très bien. Non, je trouvais que son propos, en tout cas le propos d'Emmanuel Decroix, était très intéressant sur ce sujet. Voilà, vous parlez d'abondance dans votre livre, mais alors on commence à avoir des pénuries en France. Donc, par exemple, cette pénurie d'œufs qui est quand même un petit peu étonnante. Oui, je parle d'abondance absolument dans le livre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pénuries, mais les pénuries sont essentiellement liées à des sujets politiques. D'accord, oui. Quand il y a des famines dans des pays, c'est pas parce qu'il en manque de nourriture dans le monde, c'est parce que les pays sont sous des régimes politiques qui font qu'il y a des famines. Et donc c'est le socialisme français qui nous amène à cette pénurie d'œufs. Je pense pas que ce soit, je pense pas qu'il y ait un problème de manque de poules ou de manque d'œufs, ou en tout cas de manque naturel de capacité à faire des œufs. Ce qu'expliquait Anne Genevard le 12 janvier dernier, chez Apolline de Malherbe, c'était que l'œuf plaisait aux Français parce que c'était une protéine pas chère. Donc là aussi, rendons un peu de pouvoir d'achat aux Français, ils consomment peut-être plus de poissons, plus de viande et moins d'œufs, je ne sais pas. Et que c'est trop compliqué d'installer aujourd'hui des poulaillers, des bâtiments d'élevage, puisque c'est une industrie sensible. Donc elle-même disait qu'elle plaidait pour la simplification, mais c'est sûr que c'est pas facile aujourd'hui d'installer des hangars et des poulaillers. La plupart des gens dans les villages refusent, disons, de pouvoir s'installer ça, même s'ils consomment même beaucoup d'œufs. Not in my backyard, absolument, c'est là. Voilà. Bien. Une publicité gouvernementale qui nous dit qu'il vaut mieux acheter un bon jean français à 150 € plutôt que le jean qui vient de chez Chine, de Chine et de chez la marque Shine ou Chine. Voilà, donc François-Xavier Oliveau. Je pense que ce qui est important, c'est que les consommateurs soient informés des tenants et des aboutissants de leurs achats et qu'ensuite ils soient libres de faire l'achat qu'ils souhaitent. Oui, bien sûr, et puis comme le rappelait à ce micro Alexandre Jardin il y a quelques mois, d'ailleurs c'est le libre journal des gueux aussi, je vous le dis à chaque fois, le journal des économistes. C'est lui qui l'a fait rebaptiser, c'est ça ? Et des gueux, voilà. Oui. Et donc, non, mais j'aime bien. Oui. Et donc il disait, oui, les Français ont été appauvris par 50 ans de socialisme au bon mot, et le gouvernement nous parle comme si on était des Suisses, comme si on pouvait acheter des jeans à 150 €, comme si on pouvait s'acheter une voiture électrique, etc. Enfin, tout cela est changer d'appartement pour avoir un appartement classé A ou B, et non pas nos pauvres taudis, masures, etc. Mais voilà, c'est ce qui nous a mis dans une telle situation. Oui. On pourrait y revenir, mais on peut pas. Enfin, j'aime beaucoup l'expression de Christian Gaulier, qui est un économiste du climat, qui parlait de fin du monde et fin de mois. Enfin, en tout cas, où c'est ce qui est sorti aussi pendant le Gilets jaunes. Mais on peut pas mettre en place une politique publique en s'abstenant totalement de l'impact qu'elle a sur le pouvoir d'achat, en fait. Et ça marche pas, en fait. Quand on le fait, ça marche pas. Oui, c'est ça. Donc c'est c'est inefficace. C'est un problème, bien sûr. On démarre des dispositifs qui sont intenables d'un point de vue financier, soit pour le contribuable, soit pour le consommateur. On rétropédale et on perd beaucoup de temps et beaucoup d'argent à faire ça. Et puis on introduit de la corruption, on introduit énormément de choses. Enfin, il y a énormément d'effets nocifs, disons, dans ces lois inapplicables, on va dire. Voilà, parce qu'elles ne prennent pas en compte la réalité. Moi, je trouve ça très très bien. J'ai rien contre les voitures électriques, ni contre les voitures à hydrogène, à air comprimé, à méthane, à dioxyde de carbone. Comment ça s'appelle, transformé en méthane et ainsi de suite. Mais en fait, c'est pas au gouvernement de décider ça, quoi. Il peut prendre en compte des externalités négatives. Il peut à la limite, on peut accepter effectivement qu'au nom de la qualité de l'air de tout le monde, il y a une baisse progressive, des émissions possible, raisonnable, une baisse progressive possible et raisonnable des émissions de dioxyde de carbone par les automobiles. Ou d'autres émissions. Et puis en prenant en compte aussi toute la durée de vie de l'automobile, y compris la fabrication
fabrication des batteries en Chine, etc. Enfin, la quantité de dioxyde de carbone qui peut être relâchée à ce moment-là. Et donc, faire des arbitrages. Il peut tout à fait avoir la possibilité de mettre un prix à la pollution, pour autant que ce prix soit objectivé et égal entre les différentes sources de pollution. Il y a une question de justice, d'égalité en fait devant l'impôt qui est importante et qui est rarement respectée, pour être très clair. Ah oui. Voilà, et puis oui, le gouvernement a publié la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, et qui nous montre bien d'ailleurs à quel point l'État étant juge et partie et s'occupant de tous les domaines, etc., il lui est difficile parfois de satisfaire et les agriculteurs et les écologistes et les consommateurs et les producteurs qui à la fois gérer le problème de l'obésité, de l'alimentation, etc., etc. Voilà, donc l'objectif donné est améliorer la santé des Français, soutenir les agriculteurs et accélérer la transition écologique. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui, ça fait beaucoup, et c'est souvent des politiques qui sont également décidées indépendamment enfin en tout cas sans forcément prendre en compte les impacts Oui, c'est ça. Enfin, c'est très difficile. C'est un petit peu. L'État investit pour, je sais pas quoi, augmenter la productivité des entreprises et puis en même temps pour soutenir l'emploi, mais il se peut que les deux choses soient contradictoires. Et donc, ce qu'il en reste, c'est de la dépense. Voilà, pas forcément une quelconque efficacité. Je dirais que c'est l'avantage avec une entreprise, c'est que vous avez, je sais pas quoi. Adidas, leur métier c'est de vendre des baskets, ils vendent des baskets. Il y en a un autre dont le métier c'est de recycler le caoutchouc, il recycle le caoutchouc et ainsi de suite. Chacun a son objectif et puis. C'est assez simple parce que c'est finalement le consommateur qui va choisir. Voilà. Et donc, le consommateur et le citoyen, parce que parfois on peut aussi entendre si une entreprise de recyclage de caoutchouc dit vous achetez trop de baskets, de chaussures de sport. Ça peut effectivement sensibiliser les gens. Et c'est d'ailleurs un des principaux leviers. Aujourd'hui, ceux qui peuvent le plus peser sur la transition écologique, ce sont des acteurs de l'économie, soit des consommateurs. Alors c'est assez peu, c'est assez rare en réalité que les consommateurs soient très engagés sur le plan écologique. Il y a Bien sûr, assez peu de choses. Alors c'est assez rare. Peut-être que nous y viendrons en parlant de votre livre, mais c'est assez rare dans les pays pauvres. Et plus le pays s'enrichit, plus évidemment ces questions-là. En réalité, quand vous travaillez avec des entreprises sur les sujets écologiques, assez rarement elles vous disent c'est les consommateurs qui me poussent. Oui. Assez souvent, c'est plutôt elles qui sont assez allantes sur porter les messages de transition, et surtout, ce sont leurs employés. Le gros levier actuellement de transition écologique dans l'entreprise, c'est surtout la pression que portent les recrues. Et c'est là, pour le coup, ce qui est, voilà, c'est la loi du marché, c'est très bien. Ah oui. Les gens qui rentrent dans une entreprise, aujourd'hui, notamment chez les jeunes, mais pas que, ont des exigences de positionnement d'entreprise sur des dimensions environnementales, sociales et de gouvernance, et la poussent à avancer là-dedans. Et c'est aujourd'hui un des gros facteurs de transition. Après, il y a beaucoup de choses de ce point de vue-là qui sont d'ailleurs très créatrices de valeur pour l'entreprise. Donc, on peut tout à fait aligner assez souvent cette dimension. Ah oui, beaucoup. D'accord, oui. Ouais. Très bien. Mais il y a quand même une pression des consommateurs qui est peut-être plus lente, mais je ne sais pas, je crois que c'est un secteur qui progresse pas mal, celui des véganes et du véganisme, etc. Oui. Bon, une part de cette... De ce marché, disons, vient de cette prise de conscience environnementale. Absolument. Absolument. Ouais. Et donc c'est aussi pour ça que les entreprises doivent le prendre comme une opportunité d'activité. Et quelque part, c'est ça, en fait. Vous avez effectivement des consommateurs qui mettent de la pression parce qu'ils ont des convictions, au tissu économique de s'adapter, et ils veulent le faire naturellement parce que c'est son intérêt. Et donc, en fait, vous avez une transition qui se fait beaucoup aujourd'hui, beaucoup moins par les dispositifs publics qui sont en général pas forcément très bien boutiqués, et beaucoup plus d'abord par des chefs d'entreprise qui sont assez engagés. Oui. Moi, j'en rencontre beaucoup. Et par des modèles économiques qui évoluent vers la création de valeur autour de la dimension environnementale. Mais la part... Merci d'avoir... Pardon. Et donc, oui, la part des... je ne sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs. Nous parlions des... On parlait des entreprises qui faisaient progresser, en tout cas qui a poussé leur propre agenda écologique dans une logique aussi de création de valeur, et qui c'est très bien comme ça, effectivement. Bon, voilà. Peu importe, mais ça me reviendra. Voilà, ça devait pas être malin, comme disait ma grand-mère. Donc, voilà. Et donc, si j'ai oublié...
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. L'émission s'intitule Libre Journal des économistes. Le thème d'aujourd'hui est l'environnementalisme, stade suprême du libéralisme. Et pour en parler, je suis avec François-Xavier Oliveau, qui a publié La crise de l'abondance aux éditions de l'Observatoire. Et nous allons d'ailleurs tout de suite passer peut-être à ce livre. Alors, dites-nous un petit peu, présentez-nous peut-être un petit peu ce livre. Ouais. Pourquoi, la thèse que vous y développez, oui. Écoutez, moi je fais le constat de l'abondance en fait. On a parfois l'impression que le monde va de plus en plus mal. Et c'est d'ailleurs une idée reçue assez répandue. Les réalités statistiques montrent exactement le contraire. La faim dans le monde a régressé de manière considérable, l'espérance de vie augmente, la mortalité infantile diminue, la qualité de l'éducation et l'accès à l'éducation des garçons comme des filles a augmenté de manière considérable, l'accès à l'électricité, à l'eau, à l'énergie sont très développés. Et donc, en fait, on a un monde qui, contrairement à ce qui est parfois dit, s'améliore et s'améliore de manière assez spectaculaire, notamment depuis 200 ans et tout particulièrement lors des 40-50 dernières années. Et donc, je décris à la fois cette bascule vers l'abondance, puisqu'on a été dans un monde relativement stable pendant des millénaires, hein. Oui. Finalement, la façon dont on vit au XVIIIe siècle n'est pas radicalement différente. Elle est un peu meilleure que celle de la Rome antique, mais malgré tout, on a des bateaux qui sont propulsés à la voile, on marche à pied essentiellement, on a des chars à bœufs, on a des chevaux. C'est ce que montrait un petit peu Alvin Toffler dans Le Choc du futur en 1971. Il montrait toutes les courbes dans tous les domaines, les vitesses, etc. Effectivement, il y a une accélération prise, disons, au carrefour du 19e et du 20e, ou peut-être un peu avant. Ça dépend ça démarre en Angleterre à la fin du 18e. De ce qu'on regarde, mais disons, le doublement n'est pas tellement perceptible sur la courbe, tellement le décuplement arrive vite, on va dire. Donc c'est ça. Décuplement est le bon terme, parce qu'en gros, sur 2 siècles, vous avez la population mondiale qui fait x10, la richesse mondiale qui fait x100, et donc la richesse mondiale par habitant qui fait x10, grosso modo. Non, c'est ça, bien sûr. C'est les ordres de grandeur. Donc décuplement est parfaitement justifié. On a à la fois une multiplication par 10 de la population et de la richesse par habitant, ce qui est évidemment la contradiction complète de Malthus, qui décrit en fait à la fin, Malthus, donc ce prêtre et économiste écossais, anglais, pardon, qui décrit à la fin du XVIIIe siècle le monde tel qu'il est, tel qu'il le connaît, c'est-à-dire un gâteau à partager. Et en fait, le gâteau, c'est... Ce qu'il est à l'époque. Ce qu'il est à l'époque. Et donc, il décrit exactement ce qu'il est. Donc, lui c'est assez logique dans toutes ses thèses. Bien sûr, oui. Il le décrit au moment où c'est en train de s'inverser complètement. Mais pour donner un exemple de ce partage du gâteau, l'une des plus belles époques de l'histoire avant la révolution industrielle en termes de pouvoir d'achat, c'est après la peste noire. Vous avez un tiers ou la moitié de la population européenne qui disparaît parce que ça a été une hécatombe abominable. Et il y en a plus pour les autres. Et le pouvoir d'achat a largement augmenté à l'époque. C'est le pic du pouvoir d'achat au Moyen-Âge et ça va redescendre ensuite avec la population qui augmente et ça va remonter un peu au XVIIIe siècle. Mais le pic du pouvoir d'achat de la fin du 14e. 1352 donc. C'est ça, exactement. Ça démarre en 47. Oui. D'accord, très bien. Et en fait, donc ça, cette ère de l'abondance, c'est ce que je décris dans mon livre, c'est qu'elle est essentiellement liée donc à cette révolution industrielle qui crée un phénomène que David Hume, le philosophe écossais, avait vu de manière assez spectaculaire et assez brillante en 1752, donc pour le coup vraiment très tôt, qui disait dans un monde où il n'y a pas de création monétaire, le progrès technique fait baisser les prix. Et c'est à l'époque, c'est quand même assez brillant de voir ça, et c'est exactement ce qui s'est passé en réalité. Donc vous avez, j'ai pas mal travaillé dans le livre en décrivant des travaux notamment de Jean Fourastier, qui a beaucoup analysé les séries de prix dans le temps, et il montre par exemple que en gros le prix du blé baisse d'un facteur 200 à 400 entre le début du siècle, entre Louis XV et aujourd'hui, si vous voulez. Et il baisse pourquoi ? Parce que vous inventez les engrais à la fin du 19e, vous inventez le tracteur au début du 20e, vous inventez la moissonneuse-batteuse ensuite au milieu du 20e. Et donc vous avez quelque chose qui était très cher, vous alliez en prison pour avoir volé un pain, bien sûr, à quelque chose qui est complètement banal aujourd'hui. Et donc on connaît tous la loi de Moore qui décrit la baisse du prix des microprocesseurs et sa division par deux. Et qu'on peut rappeler quand même, tous les 18 mois, c'est ça, vous alliez faire... Gordon Moore, donc c'est un ingénieur d'Intel qui avait décrit une loi empirique à l'époque qui était en gros en fait la densité des microprocesseurs, donc leur coût en fait diminue
leur densité Oui. double et le coût diminue par 2 tous les 18 à 24 mois. Et il fait cette observation empirique sur une dizaine d'années. Et en fait, on peut remonter on peut élargir Oui. l'observation au coût du calcul. Oui. Et là, vous pouvez démarrer en 1900. Oui, ah oui. Et ça vient aujourd'hui et vous avez une droite sur une échelle logarithmique. Donc en fait, quelque chose qui divise par 2, où tous les 18 mois et 2 ans de manière extrêmement stable, Oui. extrêmement régulière. Et donc cette loi de Moore, qui est un peu un constat ou un acquis de l'électronique ou de l'informatique, cette loi de Moore se constate sur beaucoup de produits en réalité, et sur beaucoup de... La pente peut changer, Oui. mais la plupart des produits manufacturés voient leur coût décroître depuis 2 siècles en fait. Et c'est ça qui nous fait accéder à l'abondance. Quand je parle de leur coût, je parle du temps de travail nécessaire pour acheter. Oui, c'est ça. Parce que vous pouvez non pas raisonner en francs, en dollars ou en euros parce que la création monétaire pollue la lecture. Alors, c'est combien un smicard doit travailler de temps, de minutes, disons, pour acheter un pain voilà, d'accord. Absolument. Et ça, ce prix-là diminue de manière régulière. Et aujourd'hui, je fais des comparaisons dans le livre entre des prix en 1910 et aujourd'hui, en exprimant les prix de 1910 en euros courants. Oui. En parlant en fait. Et voilà. Alors en euros courants, comment en euros actuels. Oui, comment on fait pour les exprimer en faisant une conversion vers l'or ? Non, en faisant une conversion avec le temps de travail. Exactement pardon. En disant finalement, si je considère qu'une heure travaillée en 1910 est rémunérée 12 euros, c'est-à-dire le prix du SMIC aujourd'hui, combien est-ce qu'il faut... Enfin, je fais ma conversion de temps de travail en euros, et donc ça me permet de savoir si il faut autant de minutes de travail pour acheter un bien, ça fait des euros actuels. D'accord. Et donc vous avez en fait, c'est plus illustratif, hein, l'idée c'est de montrer en fait quels seraient les prix. On a une perception des prix intuitive très forte en fait. Oui. Et ça vous montre simplement que le camembert à l'époque était entre 40 et 50 euros. D'accord. Un vélo, c'était 5 à 6, c'est autour de 6-7 000 euros. Oui, bien sûr. Oui. Et donc c'est le prix d'une moto actuelle. Aujourd'hui, en 1910, quand on achète un vélo, on économise 2 ans pour se payer son vélo, comme aujourd'hui on achète une moto en fait. Un aller en train pour Bordeaux, c'est plus de 1 000 euros en 3e classe. D'accord, oui. Voilà. Donc ça donne une idée du gain de confort et du gain des gains de productivité. Et la coupe de cheveux est autour de 15 euros. Oui, alors ça va pas beaucoup bouger pour le coup. Bah non, parce qu'en fait, ça a pas été... parce que c'est un salarié qui... C'est la même chose depuis un siècle, à peu près. À la tondeuse près, mais vous avez toujours une personne... Il y avait déjà la tondeuse, mais c'était avec C'était à la mano, et maintenant c'est électrique. Mais les gains de productivité du salon de coiffure sont très faibles, et donc la baisse du prix est très faible. Donc c'est l'exception qui confirme la règle, c'est effectivement que plus un produit est manufacturé, plus son prix baisse. L'un des produits dont le prix a plus baissé dans ce que je rapporte, c'est la balle de tennis qui était à plus de 50 euros à l'époque, et voilà, aujourd'hui vous avez... Il y avait des balles de tennis, oui, peut-être. Oui. Ah oui, le tennis existait, donc, il avait été inventé, donc c'était déjà un sport à l'époque, et simplement c'était un sport de riche. Pourquoi ? Parce que c'était cher. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, voilà. Donc, balle neuve aujourd'hui. Exactement, balle neuve. Donc vous avez ce gain de pouvoir d'achat phénoménal qui crée cette abondance extraordinaire dont on profite tous, et qui est évidemment une très bonne nouvelle. Oui. Et en revanche, la thèse du livre, c'est qu'elle crée aussi ses propres crises. Il y a toute une école de l'abondance aux États-Unis qui est assez riche. Une école de l'abondance ? Oui, depuis plein d'économistes qui ont écrit effectivement sur l'abondance, sur l'âge des Lumières, etc. Donc c'est une idée qui est assez répandue. Ça reste encore un peu niché, mais ça a été assez documenté aux États-Unis, cette idée d'abondance. Ce que j'essaie d'apporter, c'est l'idée que cette abondance crée ses propres crises. Alors, on a eu la joie ici de recevoir Olivier Babot. Alors récemment, là, ne faites plus d'études, là, son livre sur l'intelligence artificielle, mais pour ses 2 livres précédents, un sur l'ère de la flemme et l'autre sur la tyrannie du divertissement, qui effectivement parle aussi de ce sujet-là sous cet angle, disons, de l'extraordinaire croissance du temps libre. Absolument. Cette abondance de temps libre dont il déplore qu'il soit si mal utilisé par nos contemporains et même par lui-même. Enfin, il ne fait pas que juger les autres, mais disons, à dire que... Et alors, il fait là aussi les comparaisons sur la quantité de temps libre qu'avait quelqu'un... un kidam, on va dire, en 1900 ou même en 1950, et c'est évident que ça a explosé. Enfin, que les gens peuvent passer des heures devant les écrans, devant la télé, devant les jeux vidéo, et peuvent aussi passer des heures, évidemment, à lire Aristote
ou Platon, mais c'est plus rare. Bon. Est-ce que vous savez la proportion de votre temps éveillé que vous passez à travailler entre 15 ans et la fin de votre vie, Olivier? Non, dites-moi, je crois que c'est dans le livre d'Olivier Bobo, mais Ouais, parce que j'ai préféré oublier. Non, c'est moi qui lui ai passé le chiffre, en fait, on en avait pas mal discuté, et c'est un des chiffres de la crise de l'abondance qui l'avait assez frappé. Ah oui. 12%. D'accord, oui. C'est pas beaucoup, hein. Non, c'est pas beaucoup. Il y a différentes manières de le trouver. Vous pouvez faire à partir d'une étude de l'INSEE de 2010 ou simplement en constatant que la population active en France, c'est à peu près un peu moins de 50%. Oui. Et que cette population active, elle travaille en moyenne 1400 heures sur 5000 et quelques réveillés par an. Et donc, vous faites le calcul et vous trouvez sur 12%. Ce qui est assez peu, ce qui est d'ailleurs à peu près le temps que prédisait Keynes en 1930 quand il faisait une... Je sais que vous n'êtes pas très keynésien. Et pas du tout, non, c'est le moins qu'on puisse dire, mais enfin, ça ne veut pas dire que Keynes n'a jamais dit quelque chose de vrai. Absolument, et c'est un économiste qui a dit beaucoup de choses intéressantes. Et notamment, il fait une conférence à Madrid en 1930 qui s'appelle Perspectives économiques pour mes petits-enfants, et il prédit la baisse du temps de travail. Il dit on travaillera à peu près 15 heures en moyenne en 2030. Et en fait, rapporté à une durée de vie, on est à 16 heures là actuellement. D'accord, oui. Donc c'est-à-dire en faisant la moyenne de ceux qui sont au RSA et ceux qui bossent comme des fous. C'est plutôt ceux qui sont à la retraite et ceux qui bossent. Oui, non, d'accord. Mais en l'occurrence, les grosses masses, c'est celle-là. Mais oui, absolument. Mais oui, en prenant ces 1400 heures par an, en divisant par le temps éveillé et en multipliant par la population active, vous tombez là-dessus, en fait. Alors, deux questions. Alors, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, que l'émission s'intitule Le Libre Journal des économistes, que mon invité est François-Xavier Oliveau et que nous avons pour thème l'environnementalisme, stade suprême du libéralisme. Nous parlons de son livre aussi, La crise de l'abondance, aux éditions de l'Observatoire. Deux interventions d'auditeurs. Un auditeur qui nous dit bonjour à vous, est-ce que l'injection d'eau pour l'extraction du gaz de schiste n'est pas une déperdition définitive d'eau? Pas à ma connaissance. Mais de toute façon, ça représenterait quelque chose de très réduit, disons. Mais, oui, parce que en fait, tant que la molécule n'est pas détruite, à un moment donné, elle va arriver quelque part. Alors après, est-ce qu'elle reste dans les sols? Je ne crois pas, parce que c'est de la fracturation, donc a priori... de toute façon, plus on descend, plus c'est chaud, donc normalement, ça remonte. Oui, le principe de la fracturation hydraulique qui est de casser la roche-mère fait qu'a priori, l'eau... alors, est-ce qu'elle repart en haut ou en bas? Bonne question, cher auditeur, bonne question. Bonne question. Comme vous l'avez dit, ce sont des volumes qui sont... De toute façon, la molécule n'est pas détruite. Oui. Est-ce qu'elle est piégée dans le sol suite à la fracturation hydraulique? Je ne suis pas sûr de... Mais normalement, ça remonte d'ailleurs, ça remonte avec le pétrole. En toute logique, ça devrait remonter. Ou avec les gaz de schiste, disons. Ça devrait remonter. Après, est-ce que tout remonte, je ne sais pas. Mais c'est une bonne question, je ne suis malheureusement pas assez compétent pour y répondre. C'est même un moyen, a priori, de fracturer la roche et de la rendre liquide, donc dès lors, ça remonte. Oui, c'est ça. Probablement. Je ne sais pas si ça remonte. En tout cas, on reste sur des volumes qui sont évidemment anecdotiques à l'égard de... comparé à la consommation mondiale et même à ce que consomment les bœufs. Alors, une autre intervention. Les intempéries actuelles vont provoquer la mise en œuvre d'un nouvel impôt créé par M. Hollande, le GEMOPI. Il est de l'ordre de 40 € par an et par mètre carré occupé. Il est masqué au sein d'un autre impôt. Ne pensez-vous pas que la bétonisation des sols participe aux inondations? C'est une autre question. Et les dégâts dus aux inondations doivent pour certains être mis à la responsabilité portés à la responsabilité des préfets qui autorisent des permis de construire dans le lit des cours d'eau. Je pense au cas d'un supermarché construit dans ces conditions. Alors peut-être, oui. Alors merci, cher auditeur, pour les informations. Je n'ai pas de... je vous crois. Alors, en revanche, oui, la bétonisation des sols, oui. Alors, oui, la bétonisation des sols, absolument. C'est ce qu'on disait. Hein, le sol, la meilleure éponge à eau, ça reste le sol. Et donc, effectivement, quand il est bétonné, ça c'est sûr que ça absorbe pas. Donc, effectivement, la façon dont on bétonne les sols est un élément qui aggrave les inondations. Et d'ailleurs, il y a pas mal de progrès qui sont faits sur des sols semi-perméables et des choses, des évacuations. Et de la construction sur pilotis, non? Est-ce que ça peut être une solution, sur des revêtements, par exemple, des choses comme ça qui peuvent être... des revêtements perméables, qui permettent... Après, donc, est-ce qu'il faut faire porter le coût de l'externalité négative qui constitue la réduction de la résilience d'une ville, d'un village, pourquoi pas la faire payer, comme par l'impôt de M. Hollande, dans le principe, et je voudrais pas... Oui.
voudrais pas passer avoir l'air de défendre Hollande, quand même pas. En tout cas, avoir l'air de défendre les infos. Pour info, l'un des postulats de microcapitalisme, c'est qu'on peut tout à fait s'en sortir avec 5 impôts en fait au total. Voilà. Donc, très bien. Moi aussi j'en ai 5. Est-ce que ce sont les mêmes? Pas les mêmes. Alors, dites-moi quels sont vos 5 impôts. J'ai un peu changé par rapport à mon, mais voilà. Mais effectivement. Où j'étais sur TVA, impôt sur le revenu, j'avais pas d'IS parce que je considérais que c'était pas. Moi je la garde, oui. J'avais. À 15% déjà pour pas me fâcher avec le reste du monde. J'avais une taxe foncière mais qui était incluse dans l'impôt sur le revenu. Ça j'ai pas. Oui. Alors ça pour le coup, ça je suis. Oui, d'accord. D'accord. Pour le coup, je trouve que ça a une vraie légitimité. D'accord. Oui. Je pense que zéro impôt c'est toujours mieux, mais en tout cas dans un premier temps, disons, je pense effectivement qu'il faut réduire énormément effectivement le nombre d'impôts. Je crois qu'en France on en a 375 et on a 456 niches ou 480 niches fiscales. Oui, c'est complètement délirant et c'est ça de toute façon. Il faut de toute façon mettre un coup de pied là-dedans, ça c'est absolument certain. Absolument. Ensuite. D'ailleurs, je propose, mais ça c'est un peu de parenthèse, mais j'ai écrit un rapport qui sortira la semaine prochaine pour Génération Libre. Oui. Sur la possibilité de réduire de manière simultanée et à montant équivalent les impôts des entreprises et les aides entre guillemets qui sont en fait des compensations fiscales. Oui, en général, c'est ça, c'est des impôts qui ne sont pas payés par les entreprises, mais c'est souvent des baisses d'impôts. Le problème qu'il y a derrière, c'est que c'est... Pardon, oui. Non, ou des subventions, il y a plein de dispositifs différents, il y en a plusieurs milliers en fait. Oui, c'est ça, bien sûr, mais ce qui est gênant là-dedans, finalement, c'est l'arbitraire public, c'est-à-dire c'est l'État qui va décider qui est subventionné, qui est taxé, qui est obligé, qui est interdit, etc. Et c'est toujours le problème, c'est le problème de ce fléchage des capitaux. Les capitaux n'ont de valeur que s'ils sont libres, c'est-à-dire c'est là que quand ils s'investissent avec toute l'intelligence de leurs détenteurs, vers la meilleure allocation. Alors je ne sais pas de quoi a peur le législateur, probablement que les investisseurs investissent tous dans le porno ou dans quelque chose, dans des activités qui leur déplaisent, mais en tout cas le fléchage des capitaux rend les capitaux stupides. C'est-à-dire que déjà l'État dépense 57% du produit intérieur brut à travers les dépenses publiques, hein, donc il en taxe 46-48%, il en dépense 57%. Mais en plus, dans ce qui reste, l'État va décider, va flécher le reste. C'est dramatique. Et si d'ailleurs vous regardez le rapport sénatorial qui avait été fait fin juin ou début juillet 2025 sur les aides aux entreprises, je mets toujours des guillemets parce que... Oui, ce sont des impôts pas perçus, disons. Ce sont des, pour l'essentiel, il faut le large pas. Des réductions d'impôts ou des compensations d'impôts. Oui. Et c'est d'ailleurs sur l'activité économique plus que les entreprises, puisque les entreprises, c'est un objet juridique et à la fin, ceux qui paient les impôts, c'est toujours les gens. Oui. En tant qu'actionnaire, en tant que client ou en tant que salarié. Si vous regardez ce rapport, vous vous apercevez qu'il n'y avait pas de proposition de baisser les aides aux entreprises. Oui. La proposition était de les conditionner. Et donc, c'est ça, exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est un moyen de dirigisme en fait. Oui, c'est ça, bien sûr. Qui n'a évidemment pas lieu d'être, qui est inefficace d'un point de vue économique, puisqu'il fait effectivement, il sous-optimise l'utilisation des capitaux, qui a en plus des coûts de frottement considérables, puisque vous allez avoir des coûts de traitement du côté de l'entreprise, des coûts de traitement du côté de l'État, à la fois pour les impôts supplémentaires et pour les baisses d'impôts supplémentaires. Donc vous avez un truc qui est assez incohérent, et donc effectivement... On propose dans le rapport de supprimer 150 milliards d'aides et d'impôts en parallèle. Et puis le législateur est sans génie, j'ai envie de dire. Enfin, ça dépend pas. C'est pas une question de personne. Il y a des gens sans doute très très malins parmi nos hommes politiques ou nos fonctionnaires, mais on ne peut pas, avant que Facebook, Google, Apple, Netflix arrive, etc. On peut pas l'anticiper si on est législateur. Disons, c'est pas son rôle. Et dès lors. Ce ne sont jamais les activités futures qui vont être vers lesquelles l'argent va être fléché. Par nature, c'est forcément des activités passées qui vont être choisies par le législateur. Voilà, alors revenons, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, que mon invité est François-Xavier Oliveau, et nous parlons de son livre « La crise de l'abondance ». Le thème de l'émission d'aujourd'hui est l'environnementalisme, stade suprême du libéralisme. Ça faisait longtemps que... Alors, on va peut-être d'abord passer un bobino. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, retour en studio. Donc, je disais, oui, nous sommes avec François-Xavier Olivion, nous parlons de son livre La crise de l'abondance ou de sa thèse. Est-ce que vous voulez continuer peut-être un petit peu sur le sujet ? Oui, bien sûr. Je vous écoute. Oui, bien sûr. Écoutez, l'idée, c'est de dire qu'on a passé des millénaires à gérer des crises de la rareté. Oui. Voilà, des famines, des guerres, des accès aux ressources limités, donc des batailles pour aller accéder aux ressources. La guerre, vous comptez la guerre dans la crise de la rareté est-ce pas plutôt une crise de l'abondance d'une certaine façon Est-ce que, d'ailleurs, beaucoup de bellicistes défendent l'idée que c'est ce qui permet de réguler les populations de temps en temps, voilà, une bonne guerre, et hop, on retrouve un petit peu comme ce que vous disiez sur la peste en 1450, disons. Oui. C'est lié à la rareté. Alors, Oui. le but de la guerre, assez souvent, c'était quand même de s'approprier les ressources. Hein. Oh oui, oui. Donc le but, c'était quand même... Oui, ça c'est vrai, oui. Voilà, De notre point de vue-là, c'est une crise de la rareté. Oui. Exactement. Oui. J'ai besoin de plus d'or, j'ai besoin de plus de ressources, j'ai besoin de plus de richesses et donc plus de J'ai besoin territoire. des tableaux italiens pour Charles VIII, Louis J'ai besoin de XII. terre pour contrôler François la Ier. production. Donc, Oui. donc c'est vraiment l'instrument de la gestion de la rareté. Enfin, c'est l'un des instruments de la gestion de la rareté. Oui. Il y a le commerce qui est arrivé aussi, et fort heureusement d'ailleurs, mais est-ce que c'était quand même... Mais quand on voit le gaspillage, évidemment, le million de morts dépassés de la guerre, par exemple, russo-ukrainienne, on se dit que enfin, tout ça pour gagner quelques centaines de mètres sur un terrain, etc. On n'a pas vraiment la sensation d'une crise de la rareté, disons. On a plutôt l'impression que les gens ne savent pas quoi faire de leur temps et de leur argent et de leur métal et de leurs explosifs. C'est une boucherie épouvantable, évidemment, et qui est Évidemment. aussi liée en partie à cette perception que il y a une logique de conquête, de position stratégique certainement sur la mer Noire et surtout en tout cas de réserves minières. Oui, aussi, oui, bien sûr. Donc il y a une logique de conquête de ressources. Aussi, oui. Bon. Qui Non, mais est- ne faisons pas tout le Non, débat non, de mais toute façon c'est sur intéressant, allez-y, c'est le oui, modèle oui. économique de la Russie, hein, Ah oui, le oui. modèle des matières premières qu'ils exportent. Et je pense d'ailleurs que ce modèle économique-là, il y avait un économiste américain qui s'appelle Tony Seba qui avait prédit que la Russie entrera en guerre. Il avait prédit ça dans les années 2010-2015. Oui. Dans une guerre active parce que son modèle économique qui était sur la gestion des ressources n'avait plus de sens dans une époque d'abondance justement. Dans une époque d'abondance d'énergie notamment, je pense qu'on vient vers une époque d'abondance d'énergie. Oui. Je me méfie toujours un peu des prophètes, mais bon. Vous avez tout à fait raison de vous méfier des prophètes. Oui. Je ne sais plus qui disait qu'il faut d'ailleurs se méfier des prophètes parce que s'ils avaient raison, ils seraient millionnaires ou milliardaires. Oui, ça, oui. Et puis il y a aussi un proverbe, Donc, je sais pas quoi, persan ou ça qui dit celui qui prévoit le futur a tort, même s'il a raison, que j'aime beaucoup. Néanmoins, il y a des façons d'extrapoler le passé qui permettent de prédire le futur et qui sont assez analytiques et assez documentées. Non, de toute façon, la science, normalement, donne des capacités explicatives du passé donc, et prévisionnelles du futur. Mais bon, ça marche très bien pour la physique ou la chimie. C'est toujours plus difficile quand on fait intervenir des millions de cerveaux, des millions d'êtres humains, en disant peut-être que quelqu'un de moins belliqueux que Poutine n'aurait pas pris cette décision et aurait plutôt choisi de transformer son pays en une multitude de Monaco. Voilà. Et nous en sommes là. J'avais fait le calcul, c'est monstrueux. Je crois que c'est des millions de milliards si on extrapole la taille de Monaco sur l'ensemble du territoire russe. Voilà, ça crée un pays d'une richesse incommensurable et qui écrase évidemment les États-Unis, le Japon. C'est d'ailleurs ce qu'on fait les États-Unis. Pardon, le Dubaï, par exemple, c'est ça. Hein, c'est le modèle de. Oui, un peu, oui. Monaco, Si on veut, mais c'est l'idée de faire d'un caillou sans aucune ressource un îlot résidentiel attractif. Oui, bien sûr, oui, à travers des lois fiscales avantageuses, etc. Enfin, ce genre de choses. Par exemple, tout à fait. Et donc, pardon, je vous ai interrompu, vous parliez donc des crises de la rareté. Je disais qu'on a géré la rareté pendant des millénaires et on a à peu près appris à le faire, à allouer les ressources. Et l'économie, c'est ça, hein, le principe, la science économique, c'est comment est-ce que j'alloue de manière optimale. Oui, c'est ça, c'est l'économie, c'est le sens de la rareté, disons. Oui, voilà, oui. Absolument. Oui. Et la thèse du livre, c'est qu'on a en fait des nouvelles crises qui sont des crises de l'abondance. Je vous donne quelques exemples, mais aujourd'hui, on meurt 3 fois plus d'obésité que de malnutrition dans le monde. Hein. Pas uniquement dans les pays riches, mais dans le monde, on est pas... Alors cette obésité frappant surtout les pauvres,
Oui, absolument. Est-ce qu'on peut dire que ça n'est qu'une crise de l'abondance, puisque finalement, on peut imaginer, alors tout ça est très statistique évidemment, mais que s'ils étaient plus riches, et s'ils avaient d'autres loisirs que de manger des bars Mars et des Bounty, effectivement pas cher, enfin je veux dire dans des choses qui sont vendues pour 3 fois rien dans les supermarchés, est-ce que eux aussi ne joueraient pas au tennis, ne feraient pas d'autres activités, disons, autres que de manger en regardant la télé, qui est effectivement une des activités les moins chères qui soit. Enfin, en tout cas, regarder la télé, c'est vraiment pas cher. Une fois qu'on a acheté l'écran, je veux dire, c'est quasi, enfin, c'est 3 fois rien. Et la nourriture aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quelques minutes de travail pour avoir l'équivalent de ce que mangeait. En fait, c'est ça l'un des sujets. C'est-à-dire que vous avez une nourriture qui est devenue extrêmement abondante. On produit en fait beaucoup plus de calories que ce dont on a besoin. Et d'où d'ailleurs toute la logique de dire finalement remplissons l'assiette des gens et promeuvons en tout cas l'industrie alimentaire qui doit promouvoir effectivement le fait de manger plus de valeur ajoutée en tout cas parce que les produits transformés, etc. Enfin, oui, bien sûr, avec des gens qui ont la flemme, comme le disait Olivier Wabo, donc qui cuisinent de moins en moins, voilà, mais donc du coup on arrive à un monde où on a des problèmes de famine, mais qui sont liés essentiellement à des questions politiques, comme on l'a le socialisme, mais surtout des problèmes de gestion d'une abondance de calories pour lesquelles on ne sait pas très bien faire. Et on peut critiquer le fait de manger des barres chocolatées, mais on est quand même fait pour ça. C'est-à-dire qu'on est fait pour, physiologiquement, on est censé... chercher du gras, stocker des réserves, parce qu'on est censé évoluer dans un monde où il y a de la rareté. Oui, bien sûr, ça c'est notre physiologie d'homme préhistorique. Exactement, oui, mais dans un monde où il y a de l'abondance, c'est embêtant. C'est sûr, oui, bien sûr. Oui. Et c'est pareil pour l'information. Il faudrait manger quelques racines de temps en temps pour équilibrer. En tout cas, on ne sait pas bien faire. Non, bien sûr. Et c'est un vrai problème, en fait, c'est un problème majeur de santé publique. Donc ça, c'est un exemple, mais sur l'information, par exemple, ou l'information ou le savoir, où on était plutôt dans une époque où le savoir était rare, l'information était rare, puis on a d'abord on copiait à la main les livres, puis on a inventé l'imprimerie, elle s'est devenue plus fréquente, etc. Mais là aujourd'hui, est-ce qu'on manque d'informations ? La réponse est non. Non, bien sûr, non. La réponse est qu'on est... Pour 20 ou 30 euros par mois, vous avez tout l'Internet. Enfin, c'est une abondance inimaginable. Et en fait, votre problème, c'est de faire le tri. Tout à fait, oui, bien sûr. Le problème, c'est de faire le tri. C'est d'abord savoir si l'information est juste ou pas, et ça devient de plus en plus compliqué. Et surtout, c'est d'arriver à récupérer la bonne information pour vous. Et à ne pas perdre son temps devant des vidéos qui sont faites pour vous faire perdre votre temps. Donc c'est très efficace. Donc voilà, autre crise de l'abondance. Je parle également d'autres crises de l'abondance. Je parle de la crise environnementale. On va y revenir, mais ça c'est typiquement aussi une crise de l'abondance. On craignait, en tout cas, il y avait une certaine thèse autour de la rareté. C'est le rapport Meadows du Club de Rome en 1972 qui disait les ressources s'épuisent, on va en manquer. Et moi je me souviens quand j'étais... en 6e au CES des Panalep dans les années 80, ma prof d'histoire géo me disant dans 30 ans il n'y aura plus de pétrole. Oui, bien sûr. Bon, et ben en fait, en réalité, dans 30 ans après, on était à un pic de consommation de pétrole, enfin un pic, même pas un sommet, un point haut, ça baisse pas forcément après, un pic de réserve, et le problème, c'est pas le pétrole, c'est les émissions de CO2 qui sont associées à sa combustion. Et donc on est en fait dans une crise. D'autant que je crois que maintenant on arrive à fabriquer du pétrole avec des déchets agricoles, non ? Enfin, ou je me trompe, non ? Alors vous pouvez effectivement fabriquer des hydrocarbures, l'équivalent d'hydrocarbures avec des déchets agricoles, ce qui permet de recycler quelque part du carbone, enfin, ce qui est considéré comme. Mais en fait, en réalité, vous avez un nombre de modes de production d'énergie aujourd'hui qui est phénoménal. Et vous avez, en fait, toutes les crises environnementales sont des crises de l'excès. Les pluies acides, c'est de l'excès de soufre dans l'atmosphère. La pollution des océans, c'est de l'excès de divers produits, y compris d'ailleurs du dioxyde de soufre, de plastique et autres. Le trou dans la couche d'ozone, c'est un excès de CFC. Les rivières qui prenaient feu dans les années 70 aux États-Unis, c'est un excès de pollution dans les rivières. Donc, en fait, à chaque fois, les crises environnementales sont des crises de l'excès, des crises de l'abondance. Donc vous avez. Alors, pardon. Non, c'est voilà. Donc je décris. Il y a d'autres crises que je décris dans le livre. On pourrait y revenir après, mais l'idée, c'est de dire en fait, on doit apprendre à gérer cette abondance et c'est vraiment pas simple.
Est-ce que le législateur ayant, enfin je dis le législateur pour parler des gouvernements, des fonctionnaires, etc., de l'État, l'État ayant choisi de favoriser au XIXe siècle la mine, les maîtres de forge, la sidérurgie, etc., enfin, et l'ayant fait au détriment du potager, c'est-à-dire... si vous disiez, oui, il y a de la suie sur mon potager, mes salades ne sont plus consommables, on vous aurait répondu, et on vous répondait, vous êtes bien gentil, mais enfin, on crée de l'emploi, de la richesse, des impôts, etc. C'est le progrès, voilà, il faut en passer par là. Est-ce que c'est pas ça la première cause de pollution ? Est-ce que c'est pas le fait de ne pas avoir jamais, dès les débuts de la révolution industrielle, de ne pas avoir accepté de faire... d'arbitrer sur des bases juridiques en respectant les droits en respectant les droits de propriété légitimes des uns et des autres. Est-ce que tous nos problèmes ne viennent pas quand même d'une très large part d'une mauvaise définition des droits de propriété et de leur non-respect ? Il y a des travaux actuellement à côté de chez moi. Je trouverais ça normal. Mon bien est dévalorisé. Hein. Si par exemple je le louais en Airbnb, évidemment, je ne pourrais pas le louer, je ne sais pas combien c'est, 100 € par jour. Je serais obligé de le louer 25 € par jour parce qu'il y a un bruit de marteau-piqueur. Donc on peut objectiver la dévalorisation de mon logement par le marteau-piqueur. Si le bâtiment travaux publics était obligé de me verser soit 75 €, je ne sais pas combien par jour, ou moins, enfin, mais peu importe, je ne sais pas à quel tarif on arriverait, mais évidemment, ils essaieraient d'utiliser des techniques telles que le laser, etc. Enfin, donc, il y aurait un progrès qui se ferait déjà dans ce sens-là. Et puis moi-même, je serais effectivement dédommagé d'une partie de ma nuisance, comme le petit jardinier d'autrefois sans potager aurait pu soit être dédommagé, soit voir l'industrie voisine produire moins de suie. Est-ce que tous nos problèmes ne viennent pas de cette très mauvaise définition des droits de propriété légitimes des uns et des autres ? Alors, je ne sais pas si tous les problèmes viennent de la mauvaise définition de la propriété. Non, mais en tout cas, la question que vous posez, qui est la question des externalités, elle est hyper intéressante. Et effectivement, la propriété est un droit sacré selon la Déclaration des droits de l'homme, et nul ne peut en être privé sans juste compensation. Donc, vous êtes complètement dans cette logique-là. Et d'ailleurs, dans une logique qui a été reprise d'ailleurs par la Charte de l'environnement, qui pour le moment des qualités et des défauts, mais qui mentionne notamment le principe du pollueur-payeur, et donc de cette logique de dédommagement si vous êtes lésé dans votre propriété, ou en tout cas dans une... Donc, mais qui n'est presque jamais appliqué, qui est appliqué quand effectivement... quand un... Ça, c'est la théorie, et la complexité, c'est la mise en œuvre pratique, qui est quand même pas tout à fait simple. Quand même. Et à partir de... Mais je pense que dans le principe et dans l'idée de mettre en œuvre ce type de compensation et de dire à partir du moment où effectivement mon droit de propriété a été objectivement lésé, et comme vous le dites, c'est extrêmement... ça se modélise assez facilement parce que typiquement l'exemple typique, c'est j'ai une maison, on a construit une éolienne à 200 mètres de la maison, la maison a perdu de la valeur. Et effectivement, ça, pour le coup, ça devrait effectivement être pris en compte dans le coût de l'éolienne, le coût direct de l'externalité, et pris en compte potentiellement avec une logique de dédommagement, parce qu'il n'y a pas de raison que vous souffriez de manière excessive d'un instrument qui est là pour améliorer. Bien sûr, normalement, oui, bien sûr. Voilà. Alors, des interventions d'auditeurs, savez-vous que les impôts, c'est-à-dire validés par le préfet, les impôts IOL, les impôts rôles, je ne sais pas, peu importe, validés par le préfet, ont vocation à disparaître du transfert de compétences de l'Europe aux régions. Alors, comme je n'arrive pas à lire le nom de cet impôt, je suis désolé. Il nous met les impôts, alors non, il met le détail, l'auditeur met le détail, donc l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la taxe foncière et la taxe d'habitation, et CET, c'est quoi CET ? Contribution territoriale. Ah oui, contribution territoriale. Voilà, donc tous ces impôts validés par le préfet ont vocation à disparaître du transfert de compétences de l'Europe aux régions. Bon, d'accord. Si l'Europe veut que Macron est mise en place, il ne resterait que les taxes, TVA, etc., les impôts étant supprimés.
Non, juste une remarque là-dessus. Moi, je pense qu'il est urgent d'avoir une autonomie fiscale des collectivités. Urgent. Bien sûr, oui, bien sûr. Je ne sais pas comment vous pouvez faire... c'est un principe de gestion de base de dire qu'il y a des entités administratives qui doivent avoir leurs propres ressources, elles peuvent être normalisées au niveau national, et d'ailleurs elles ont vocation à l'être. Par exemple, la taxe foncière pourrait être exprimée de façon très lisible et très commune au niveau national par exemple un pourcentage de la valeur du bien, puisqu'on pourrait la réécrire en fonction de la valeur du bien, et vous pourriez dire voilà, moi, mon taux c'est 30%, le taux du voisin c'est 30%, donc on peut mettre en valeur, mettre en concurrence fiscale quelque part des collectivités, mais c'est absolument essentiel qu'on arrête ce délire où on a des flux dans tous les sens, bien sûr. absolument illisibles, et qu'on donne en fait leur autonomie fiscale aux collectivités, charge à elles ensuite de baisser ou de monter les impôts en fonction de ce que veulent les citoyens. Est-ce que, comme moi, vous pensez qu'il faut en finir avec ces investissements partagés entre l'Europe, la région, la nation, la commune, etc. Non, mais c'est n'importe quoi. Moi, j'ai des salles de spectacle près de chez moi qui sont financées. Alors, évidemment, le coût d'entretien, il est confié à la commune, mais la construction, il y a un Polonais qui est allé verser des impôts pour que 10% soient pris. Alors, évidemment, la commune, à la fin... Je crois qu'elle a dépensé 15% du prix, puisque le reste était pris par la région Île-de-France, etc., etc. Donc, est-ce que ça ne conduit pas à une irresponsabilité totale, cette salle de spectacle? Déjà, je ne suis pas tout à fait pour le fait que les salles de spectacle ne soient pas gérées par les organisateurs de spectacle. Ça, c'est une première chose. Mais quel que soit l'investissement, est-ce que ce n'est pas normal de se dire, c'est la commune qui en profite, ou éventuellement, si c'est, je sais pas quoi, une autoroute qui traverse les communes, etc., c'est la région, ou enfin une autre entité territoriale, mais n'est-ce pas délirant d'aller accepter comme ça que tout soit partagé et qu'au final, c'est soi-disant $1 pour chacun, on va dire. Il y a plusieurs niveaux dans votre question. Le premier, c'est la légitimité. Est-ce que la salle de spectacle ou pas doit être financée par l'impôt? On est d'accord. Non, mais c'est la première question. C'est la première question que je pose. Et déjà... la première question, c'est que doit faire... Non, mais c'est un excellent exemple. Et que doit faire l'État ou les collectivités ou l'Europe, ou qu'est-ce qui est de l'ordre de la responsabilité partagée, ou qu'est-ce qui est de l'ordre de effectivement celui qui veut aller voir un spectacle paye sa place dans le spectacle et finance un flux qui donc c'est quand même une bonne question. Et si on l'a posé de façon substantielle et objective, je pense qu'on aurait déjà un État qui serait un peu plus focalisé sur ses fonctions essentielles. Oui. Et puis derrière, ensuite, il y a la façon dont ça se déploie concrètement. Et oui, je suis complètement d'accord avec vous qu'il devrait y avoir un niveau de responsabilité beaucoup plus défini, le plus proche possible du terrain. Idéalement, c'est-à-dire que si ça se passe dans la commune, c'est plutôt à la commune de financer, plutôt qu'à l'Europe. Et éventuellement, derrière, ça peut remonter. Vous pouvez imaginer que les communes remontent un certain nombre de responsabilités qu'elles sont pas... pour lesquelles elles ne sont pas l'échelle la plus pertinente pour être gérée. Le ramassage des déchets, effectivement, c'est parfois pas de la commune, mais la communauté de communes. Et donc, qu'elle redélègue en fait cette responsabilité. C'était un rapport intéressant de Génération Libre il y a quelques années qui parlait de subsidiarité ascendante. C'est-à-dire que par défaut, le pouvoir est en bas. Et éventuellement, ce qu'on appelle la subsidiarité d'ailleurs, la subsidiarité ascendante, c'est la subsidiarité, c'est la réinterprétation par les politiques de la subsidiarité qui est ce que l'Europe ne veut pas faire, elle accepte de le déléguer aux États, et ainsi de suite, et donc ça crée... La logique ascendante, c'est qu'elle part complètement du bas systématiquement, c'est de dire... C'est d'abord l'individu, toujours, l'individu, la famille... Voilà, la paroisse, les associations, le tissu local. Effectivement, et puis vous remontez, la commune, etc. Et on verrait dans ce cas-là qu'on s'arrête assez vite. Si vous regardez en Suisse, même la police, par exemple, est gérée au niveau cantonal. Donc il n'y a aucune raison d'aller à un niveau plus élevé. Un canton, ça ne représente même pas un département en France. Ça dépend desquels. Ils ont toutes les tailles, disons. Mais il y en a 26, oui, pardon. 26. Oui, 26. Alors, une autre intervention d'auditeur, le Socialo Jack. Alors, j'imagine qu'il s'agit de Jack Lang, a été le grand promoteur de la Société des loisirs, qui a été le meilleur moyen, alors justement, de ces salles de spectacle, etc., qui a été le meilleur moyen de faire perdre toute dignité aux hommes. Quand on produit quelque chose qui sert la collectivité, qui réduit la misère ou la souffrance, on se sent fier.
peut-on l'être quand on perd son temps en essayant pathétiquement d'oublier la condition humaine? Oui, alors je ne sais pas trop, et puis je ne sais pas d'ailleurs. Je pense que j'ai beaucoup de reproches à faire à Jack Lang pour l'affaire Epstein. Je n'en sais rien, et son nom n'a pas apparaît, mais je veux dire, ça n'en fait pas forcément un coupable. Au-delà de Jack Lang, la baisse du temps de travail est un phénomène qui est constaté absolument partout dans toutes les géographies en France. Et qui est une conséquence de cette déflation technologique, donc cette baisse des prix des technologies et de l'abondance qui en résulte. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens font un arbitrage entre finalement, je passe moins de temps à travailler et finalement j'ai un pouvoir d'achat qui est très correct. Et c'est une tendance de fond. Oui. Donc les 12% que je vous citais tout à l'heure de temps de travail éveillé, ils vont continuer à diminuer. Et c'est avec les technologies qui arrivent actuellement entre la robotisation, les véhicules autonomes, l'intelligence artificielle, ça va continuer. Mais typiquement, la culture est quelque chose que les gens peuvent s'offrir, et s'offriraient sans doute, peut-être qu'il y aurait moins de spectacles de théâtre d'avant-garde, évidemment financés par le ministère de la Culture. Déjà, l'approche de Jack Lang a été ridicule de ce point de vue, puisqu'il a proposé que la culture représente 1% de dépenses de l'État. Donc c'était un objectif quantitatif de quantité de monnaie qui devait transiter par la rue de Valois. Bon, ça déjà c'est une approche qui est grotesque, qui est délirante. On ne parle pas d'un besoin, on parle d'une quantité d'argent, disons. C'est l'objectif discrétionnaire fixé par un politique. Donc oui, effectivement, c'est le... Et puis pour financer des choses que Gisèle, ouvrière dans la Creuse, 2 enfants, un mari qui ne paye pas la pension, etc., ne profitera jamais de ce théâtre d'avant-garde, mais elle le paye à chaque fois qu'elle est taxée. C'est ce que disait Friedman quand il parlait de l'efficacité de la dépense, c'est que si c'est mon argent et que je dépense pour moi, je suis très efficace. Si c'est pas mon argent et que je dépense pour les autres, c'est là où c'est le plus inefficace. Oui. Alors, et puis une longue intervention d'un auditeur. Bonjour, c'est certain qu'acheter un jeans 10 fois sa valeur réelle, celle du marché, est un acte vertueux, puisque les taxes, impôts et surtaxes permettent de payer grassement des parasites, comme celui qui prospérait dans un célèbre institut parisien avec on ne sait quelles compétences. Quelle est la cause de la montée vertigineuse du prix du bœuf? Serait-ce la taxe carbone, la dévaluation réelle de l'euro, le coût des intrants, une pénurie artificielle comme celle que nos politicards savent si bien créer dans tous les domaines? Le domaine des soins est très démonstratif. Depuis une certaine Simone Veil, le mantra du ministère est que l'offre de soins créant la maladie, il suffit de rationner les offres de soins, de limiter le nombre des médecins pour diminuer les besoins. Il suffit de renommer le besoin en offre pour résoudre le problème du pur nominalisme, signature de la gauche. Bientôt 50 ans, j'essaye de donner mettre son écriture du mot gauche. Bientôt 50 ans de politique imbécile dont nous commençons juste à voir les résultats. Voilà. Merci, cher auditeur, pour cette intervention. Une réaction de François? En fait, ce que vous voyez, ce que je regarde dans mon livre, c'est vraiment des évolutions de long terme du prix des produits. Le prix du bœuf ne fait pas exception à la règle sur des durées longues. Donc, ce n'est pas forcément la question de votre auditeur, mais le prix du bœuf a été divisé par, je crois, 4 ou 5 depuis les années 70. C'est l'ordre de grandeur. De toute façon, la productivité augmente continuellement. Et c'est là que l'indice INSEE de l'inflation nous vole. C'est que finalement, des produits qui devraient être déflationnistes, devraient baisser de prix, sont maintenus par cet indice de l'inflation. Donc, au-delà de l'inflation qu'on nous impose, les fameux, 1 ou 2%, soi-disant pour stimuler les achats, etc., il y a toute cette productivité qu'on nous vole, finalement, qu'on fait disparaître dans de la création monétaire. Absolument. Voilà. L'inflation est une invention du XXe siècle. Elle n'existait pas avant. Enfin, elle n'existait pratiquement pas avant. Oui, alors il y a eu le frais des empereurs romains qui frottaient un peu les pièces. Voilà, oui, mais ça, mais l'inflation, le seul phénomène d'inflation lié à la création monétaire majeure dans l'histoire, c'était l'arrivée d'or des Amériques, en fait. C'est 1530, 1650, grosso modo, pendant 120 ans. Où l'arrivée d'or des Amériques a créé le premier bien sûr, c'est vrai, bien sûr, tout à fait. Le vrai, mais ensuite... Une première crise de l'abondance, donc l'abondance d'or, oui, bien sûr. En tout cas, voilà. Et donc, mais vous avez, au 19e siècle, en fait, les prix baissent.
Ah oui. essentiellement. Oui, bien sûr, oui. Et ce qui est d'ailleurs très difficile à gérer, parce que baisser les prix, c'est plutôt sympa, mais baisser les salaires, c'est beaucoup plus compliqué. Or, le salaire est un prix. Bien sûr, Donc, oui. donc du coup, Oui, on les se salaires retrouve... aussi devraient être déflationnistes, Mais, c'est sûr. mais Alors, c'est vrai que c'est dur à supporter, mais oui. mais voilà, et Oui. il l'était au 19e siècle, et donc effectivement, ça a été un énorme sujet. Mais, ça a été Mais c'est avec un pouvoir d'achat augmenté, disons. Donc, bon, voilà, bien sûr, oui. mais politiquement, aller expliquer à quelqu'un qu'il a gagné le pouvoir d'achat parce que son salaire a baissé de 1%, mais que les prix ont baissé de 3%, c'est pas très simple. Oui, Et donc, effectivement, il y a une logique à avoir une forme de création de monnaie pour qu'elle soit, pour absorber, entre guillemets. Oh là, on arrive tout de suite aux solutions, là, peut-être. Non, mais c'est, en tout cas, sans entrer dans les solutions, mais il y a eu cette logique de dire finalement, on n'arrive pas à augmenter la masse monétaire suffisamment vite avec de l'or. Et donc, alors, ça n'a pas démarré comme ça a démarré avec la guerre de 14 où on s'est dit, on a besoin de créer de la monnaie pour faire du matériel militaire. Et on a multiplié la masse monétaire par 5 pendant la guerre. Et donc, voilà, c'est la dévaluation du point carré en 1928 où on redivise par 5 le nominal. Mais donc on a commencé à créer de la monnaie par la dette pour absorber ça. Et effectivement, ça a des effets notamment redistributifs, absolument monumentaux, et qui sont assez injustes et très inéquitables. Donc effectivement, cette baisse des prix a pour conséquence une création monétaire sous forme de dette qui pose beaucoup de problèmes, sans aucun doute. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, l'émission s'intitule « Libre Journal des économistes ». Le thème de l'émission d'aujourd'hui est l'environnementalisme, stade suprême du libéralisme. Je ne sais pas d'ailleurs si on traite vraiment le thème, mais peu importe. Pas du tout, mais c'est plutôt sympa. Donc, voilà, j'espère que les auditeurs s'y retrouvent. Mais je ne vais plus parler de ce thème, je vais parler de mon invité François-Xavier Oliveau et de son livre « La crise de l'abondance » aux éditions de l'Observatoire. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'ailleurs qui pourrait nous rapprocher de ce thème en tout cas, c'est pas nécessaire. Non, mais l'une des crises que je traite dans le livre, c'est effectivement la crise de l'abondance de la crise de l'environnement. Environnementale. Et je pousse l'idée effectivement qui est parfois un peu contre-intuitive, mais qui est assez documentée, que c'est une crise de l'abondance et non pas de la rareté, que c'est beaucoup perçu et poussé comme une crise de la rareté en disant les ressources s'épuisent. Et on a un problème de rareté. En réalité, vous avez des ressources qui sont en fait très abondantes, y compris, alors on a parlé de l'eau, mais en minerai par exemple, en fait, vous avez des... je donne l'exemple du cuivre par exemple, dont Meadows... c'est passionnant, oui, bien sûr, oui, vous en avez parlé dans la conférence à l'école du libéralisme, alors allez-y, oui, enfin, c'est très, très surprenant. Toute la perception en fait, qu'on a des ressources, c'est qu'elles s'épuisent. Donc on part d'un stock et que le stock baisse. Et donc, et c'est d'ailleurs toute la thèse de Meadows et qui structure beaucoup la pensée actuelle, qui est on est en train d'épuiser les ressources et elles disparaissent. Et en fait, il cite ces chiffres. Le premier rapport du Club de Rome est absolument passionnant. C'est vraiment très intéressant dans la démarche intellectuelle. Il y a une nouvelle version qui est sortie en 2005 et il y a assez peu d'intérêt pour le coup, mais la version originale que vous pouvez trouver sur Internet en 1972 ou quelque chose, vous dites 72, ouais. 72. Vous trouvez la version sur Internet et c'est un modèle conceptuel de comment est-ce que la planète va évoluer, qui est faux. Mais qui est très intéressant. Voilà. Bien sûr. Je collectionne les ouvrages de prospective délirants. Je collectionne les histoires, les ouvrages de prospective et beaucoup sont délirants. Vous y apprendrez notamment que l'URSS sera en 2000 la puissance dominante en termes de PIB. Par exemple. Bien avant la Chine. Donc voilà, c'est l'une des... Et donc mais encore une fois, et donc pour le cuivre, oui. Et pour le cuivre, donc il cite les réserves en cuivre qui sont de 308 millions de tonnes de cuivre. Ah oui, en 72 donc. En 72, et on se dit, sur les 308, combien en reste-t-il ? Il en reste à peu près 1 milliard et quelques. Donc il en reste 4 fois plus. Dans ce rapport du Club de Rome, l'épuisement de ces 308 millions devait arriver à quelle époque, il fait différentes hypothèses, parce mais c'est entre 20 et 40 ans. Oui, c'est ça, oui. Et donc aujourd'hui, il reste donc 1 milliard de tonnes. 4 fois plus, 3-4 fois plus. Et encore, on a changé la façon de compter, on est plus exigeant. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, parce que ça peut paraître tout à fait paradoxal que les réserves augmentent, c'est que les réserves, c'est la partie du minerai qui est identifiée et qui est exploitable de manière rentable. Donc c'est en fait une sous-partie assez minime du contenu de la croûte terrestre. En gros, si vous voulez avoir le contenu en cuivre de la croûte terrestre, vous multipliez les réserves par à peu près 1 million.
D'accord ? Donc vous avez 1 million de fois plus de cuivre dans la croûte terrestre que les réserves. Je suis pas en train de vous toujours facile à exploiter, bien sûr. Enfin, et je suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut retourner toute la croûte terrestre pour enlever le cuivre. Et ce serait évidemment pas une bonne idée sur le plan environnemental. Bien sûr. Non, néanmoins, ça donne juste l'idée du fait que on n'est pas en train d'épuiser la réserve. Il peut y avoir des problèmes de flux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des temps d'ouverture de mine. Il peut y avoir des problèmes d'externalité environnementale. Mal exploiter une mine, c'est très très polluant et potentiellement ça peut être socialement très discutable. Donc il peut y avoir beaucoup de problèmes qui sont liés à la mine. Il y a notamment dans le recyclage, des choses qui sont beaucoup plus intéressantes à faire en réutilisant du cuivre qui a déjà été extrait plutôt que d'aller en extraire de nouveau. Néanmoins, il n'y a pas de sujet de rareté. Et au contraire, moi je parlais du recyclage. L'une des choses qui est le plus difficile dans le recyclage, c'est que en fait, c'est coûteux de recycler. C'est plus coûteux de recycler que d'extraire. Oui, bien sûr. Et donc, en fait, c'est cette logique de l'abondance. C'est-à-dire que finalement, vous avez, c'est pas une rareté de ressources, c'est une abondance de ressources qui fait que finalement, c'est tellement répandu que c'est moins cher d'aller creuser le sol que d'aller réutiliser du cuivre déjà extrait. J'avais travaillé pour BIC il y a quelques années et la production mondiale de plastique recyclé à l'époque, c'était quoi, en 2003, un truc comme ça. La production mondiale de plastique de plastique recyclé n'aurait pas suffi pour alimenter BIC. BIC aurait tout consommé, disons, et au-delà. Non, mais heureusement, le recyclage s'est amélioré. Aujourd'hui, vous avez à peu près 40% du cuivre qui est vendu, qui est recyclé. Donc, c'est plutôt un taux pas mal. Ah oui. Et les taux s'améliorent et c'est bien qu'ils continuent à s'améliorer. Mais vous avez ce problème fondamental du recyclage. Vous n'avez pas de problème de recyclage pour l'or, par exemple. Oui, personne se dit je vais acheter mon or parce que c'est tellement rare et tellement précieux que du coup l'or ça disparaît parfois dans des cartes graphiques, mais enfin il y en a beaucoup qui sont récupérés quand même. Oui, c'est ça. Ça disparaît parfois un peu, mais entre guillemets l'usage de l'or il est essentiellement recyclé parce que c'est tellement précieux qu'on ne le jette pas, c'est tellement rare qu'on ne le jette pas. Le problème des ressources minérales, c'est qu'elles ne sont pas si rares que ça et que du coup, c'est moins cher de faire des trous dans le sol avec la pollution associée que de le recycler. En fait. Ce que vous appelez un problème d'abondance. C'est exactement un problème d'abondance. Alors, je vais faire 2 interventions d'auditeurs, puis vous nous direz peut-être ensuite quelle solution vous voyez peut-être à cette crise de l'abondance. Alors, une auditrice nous dit, nos gouvernants ou un auditeur nous dit, nos gouvernants ne nous prennent pas pour des Suisses. C'est beaucoup plus simple, les richesses du monde ne sont pas pour les gueux, qui ne peuvent bénéficier que d'une aide à mourir dans la dignité, pas de vivre décemment. Petite remarque sociétale. Voilà. Et puis, une autre intervention, la guerre en Ukraine n'a rien à voir avec la rareté ni les ressources, c'est une question de sécurité pour la Russie à l'heure des missiles hypersoniques qui réduisent le délai de réponse à une frappe nucléaire préventive à moins d'1 minute, alors que les Américains sont sortis des accords sur les missiles à portée intermédiaire. Tout cela est très technique. Mais il y a une guerre des ressources, celle qui vise à démanteler la Fédération de Russie, de créer une galaxie d'États croupions en Sibérie pour mettre la main sur les ressources russes et tarir la source de gaz et de pétrole pour la Chine. Cela ne date pas d'hier. La mission de la Croix-Rouge américaine en pleine guerre russe en 1920 était essentiellement composée de banquiers et de gestionnaires de droits miniers, tous assis à Wall Street. Autre guerre des ressources, l'opération Venezuela qui vise à rentabiliser les raffineries nord-américaines avec un pétrole bitumeux, celui des schistes américains étant de plus en plus chers à extraire et leurs réserves condamnées à court terme. Voilà, oui, alors je n'ai pas j'ai pas l'expertise géopolitique pour répondre à la question. Ce qui est très intéressant, c'est que sur l'énergie, comme sur beaucoup d'autres sujets, on pousse l'idée d'une raréfaction des hydrocarbures qui arriverait à une rareté de l'énergie, qui est d'ailleurs tout à fait, par exemple, la thèse centrale de Jean-Marc Jancovici, par exemple. Ah oui. Qui dit que finalement, en gros, on est en train d'épuiser les ressources. Alors pour le coup, qui sont des ressources qui se détruisent. La différence des hydrocarbures par rapport à ce qu'on a cité comme l'eau et le minerai, c'est qu'ils sont pas réutilisables une fois qu'ils sont détruits. C'est des molécules. Oui, alors il y a quand même la possibilité de séquestrer du dioxyde de carbone dans le méthane. Et de refaire de la synthèse. Et de refaire synthétiser du méthane. Il y a une transformation. Oui, bien sûr. Oui. Avec l'eau, une fois qu'elle est sortie, et avec du cuivre. Alors oui, il y a un peu de transformation pour le cuivre, mais c'est quand même... Enfin, en tout cas, la molécule elle-même est détruite, alors que ce n'est pas le cas ni pour l'eau, ni pour les minerais. Ce que vous avez en fait aujourd'hui, c'est un nombre de systèmes de production d'énergie qui n'a jamais été aussi vaste. Il y a évidemment l'énergie nucléaire, il y a l'énergie solaire dont les coûts ont été divisés sont en gros divisés par 10 tous les 10 ans, qui était une façon de produire l'énergie tout à fait prohibitive dans les années 2010 et qui est aujourd'hui la moins chère. Oui.
qui est intermittente, ce qui est son principal défaut. Mais j'ai reçu récemment Denis Père ici qui fait qui promeut le pompage-turbinage justement pour récupérer 80% de cette énergie. Le pompage-turbinage est une solution. La solution aujourd'hui dont les coûts décroissent le plus vite, c'est les batteries. C'est les batteries. Et les batteries, c'est à peu près les mêmes tendances de baisse de coûts. Et c'est pour ça que quand je me disais, on peut extrapoler le futur en regardant le passé. Vous avez des tendances assez stables en fait de baisse de coûts, un peu comme la loi de Moore en fait, qui vous permettent de projeter en fait des scénarios intéressants dans le futur. Et effectivement, les coûts des batteries sont également divisés par 8 à 10 tous les 10 ans depuis plusieurs décennies. C'est énorme. Mais c'est colossal. Divisé par 8 à 10, vous dites, tous les 10 ans. Oui. Je ne pensais pas que c'était autant, je savais que ça baissait. Et c'est colossal, et ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez, en supposant que ça continue, mais très honnêtement, ce sont encore une fois des tendances qui sont assez stables dans le temps. Et aujourd'hui, c'est pas comme si on manquait d'ingénieurs qualifiés ou d'outils de calcul qui travaillent sur les batteries, au contraire, avec différentes technologies, etc. Donc il n'y a aucune raison de penser que ça va ralentir, et potentiellement des raisons de penser que ça peut éventuellement s'accélérer. Mais en tout cas, vous avez des batteries qui aujourd'hui commencent à devenir rentables. Dans un usage de j'achète de l'énergie à un moment où elle est chère et je la revends à un moment où elle n'est pas chère. Donc, commence à avoir ce rôle de stockage dans le réseau et qui permettent effectivement d'envisager que les énergies intermittentes cessent de l'être à relativement brève échéance. Et là, vous avez du coup la quantité d'énergie que le soleil apporte à la Terre, c'est à peu près 5000 fois nos besoins. Vous avez l'énergie du vent, vous avez l'énergie du sol, géothermie, etc. Enfin, en fait, vous avez plein de sources d'énergie qu'on sait maîtriser. Et moi, je pense que non seulement l'énergie ne va pas se raréfier, mais qu'elle va tendre à devenir de plus en plus abondante et gratuite. D'accord, pourquoi pas, Tant mieux. Donc c'est effectivement paradoxal et pas forcément intuitif, mais elle suit, en fait, elle suit la même mécanique que celle que l'ensemble des produits, alors manufacturés, mais c'est un produit manufacturé quelque part. Alors j'avais vu que si on prend tout le périmètre d'une centrale nucléaire, y compris donc la zone tampon autour, etc., et toute la zone de collecte de l'uranium, lié low-cake, etc., transformation, et tout ça, effectivement, le solaire est plus rentable pour la même surface, même surface. Alors, pour le coup, en comptant tout, c'est-à-dire y compris, je vous dis, les champs d'uranium, acide chlorhydrique, sulfurique, même acide sulfurique dans les champs, pour récupérer. Donc, outre les problèmes, disons, que ça pose. Alors évidemment, le photovoltaïque prive la Terre de l'apport du soleil, disons. Mais voilà. Et donc, c'est ce qui est aussi un problème écologique. En fait, pas complètement, parce que vous avez une compatibilité entre l'agriculture et le photovoltaïque qui s'appelle l'agrivoltaïsme d'ailleurs, mais qui peut faire que dans certains cas, pour certaines cultures, c'est plutôt une valeur ajoutée. Pas toujours, mais non. Ce que vous avez au niveau national, ça prend beaucoup plus de place, ça c'est sûr, parce que vous n'avez pas les mines d'uranium en France. Donc si vous raisonnez juste dans un périmètre, on va dire hexagonal, vous avez une utilisation de la surface qui est aussi une externalité négative et donc qui doit être comprise dans le coût. Mais avec ça reste aujourd'hui une énergie moins chère. Le vrai problème aujourd'hui du solaire, c'est beaucoup cette dimension d'intermittence. Donc si on n'y touche pas, si l'État s'occupe de rien, normalement on va vers le solaire. Oui, absolument. Donc il faudrait que l'État s'occupe de rien. Moi, je pense que les interventions en matière d'écologie de l'État sont en général à contretemps et rarement sur la bonne technologie. Voilà. Quand je dis rarement, j'ai pas de contre-exemple. Donc, c'est ce qu'on dit souvent dans cette émission, en tout cas. Non, mais alors, en fait, mais l'écologie, typiquement, l'État a voulu pousser le solaire dans le cadre du Grenelle de l'environnement en 2008, 2007, je sais plus. Il a notamment mis en place, pour pousser le développement du solaire à l'époque où la technologie n'était pas du tout assez mûre et était encore très chère, il a poussé un tarif de rachat à 56 centimes du kilowattheure qui était absolument délirant par rapport au nucléaire, à peu près 10 fois le prix du nucléaire. Et donc ça a en fait assez peu, ça a donné des business de rente à des gens qui ont été assez malins et assez habiles pour utiliser ça et qui maintenant ont leur retraite sécurisée dans de très bonnes conditions. Donc tant mieux pour eux, mais tant pis pour le contribuable, parce que nous, on paye sous la forme de cette petite taxe, cette petite ligne qui a été rebaptisée récemment d'ailleurs, qui est sur votre facture d'électricité, mais on paye encore la facture de cette politique absurde et qui a d'ailleurs assez peu donné de résultats, parce qu'objectivement, c'était tellement cher que l'effet a été très médiocre en fait. Alors qu'effectivement, en fait, l'État se mêle beaucoup trop de technologies
Oui. beaucoup trop de faire des choix technologiques, et honnêtement, il en a absolument pas la compétence. À chaque Non, fois et puis à qu'il fait un choix chaque fois, c'est une opportunité. Il y a des fabricants de cellules photovoltaïques chinois qui immédiatement se précipitent sur l'aubaine, ce qui peut. Ça, c'est le marché, ça. Oui, mais ça peut. Oui, mais enfin, sur le rachat par l'État d'une électricité photovoltaïque à un prix élevé. Vous pouvez tolérer qu'effectivement il puisse y avoir des importations sur des équipements de production d'électricité. Effectivement, les Chinois ont alors pour le coup, subventionner ça, mais surtout ont des économies d'échelle phénoménales. Et nous avons subventionné, comme nous subventionnons aujourd'hui les voitures électriques chinoises. Disons. Oui, absolument. Et effectivement, le voiture électrique est un autre bon exemple. C'est une technologie qui va devenir la technologie dominante de la voiture. Ça fait absolument aucun doute. Et parce qu'aujourd'hui, le surcoût est lié à la batterie, mais les batteries améliorent leur performance et leur coût régulièrement. Et une voiture électrique est plus simple qu'une voiture thermique, beaucoup plus simple. Le moteur est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de vitesse. Et donc, ça va devenir la technologie standard de la voiture. On l'a poussé un peu tôt, et là pour le coup les Chinois, et là je dois tout libéral que je sois remarquer quand même que la politique chinoise a été d'une efficacité redoutable, de manière assez intéressante d'ailleurs. Ça a été une politique publique, mais qui a été très axée sur la concurrence. C'est-à-dire qu'ils ont laissé des constructeurs, plusieurs dizaines. Il y a 70 marques, 70 nouvelles marques d'automobiles chinoises. Faire la course, faire la compétition, et que le meilleur gagne. Donc ça a été. Mais par contre, ils ont poussé ça. Et ils se retrouvent aujourd'hui avec des avantages concurrentiels sur le plan technologique et sur le plan des économies d'échelle monumentaux. Et sur le fait que les constructeurs européens sont obligés de payer des amendes aux constructeurs chinois qui arrivent avec 100% d'électrique. Là où, évidemment, les constructeurs européens n'arrivent pas à suivre les pourcentages qui leur sont demandés. Donc, c'est évident, les pourcentages de vente de voitures électriques. Donc, évidemment, c'est eux qui paient les amendes et qui les paient. Vous avez surtout aujourd'hui des véhicules qui sont ultra performants, ultra qualitatifs et qui sont pas chers. Donc, on a mis 30% de taxes pour se protéger, mais sans ça, ce serait. Oui, bien sûr. Donc, il s'est trouvé qu'on a fait du protectionnisme pour sauver l'industrie européenne, parce qu'on a perdu la guerre industrielle et technologique. Alors, quelle solution en très peu de temps, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps mais les gens liront le livre, La crise de l'abondance, aux éditions de l'Observatoire, François-Xavier Oliveau, de toute façon. Mais... il y a beaucoup de... en tout cas, je pense que d'abord, il faut se rendre compte de cette mutation absolument phénoménale qui est en train de se passer. Et parce que c'est vraiment un changement complet de modèle. Vous gériez la rareté, on gérait la rareté depuis des millénaires, et on gère maintenant l'abondance. C'est très compliqué. En fait, c'est une chance, l'abondance. Je veux dire, bien sûr, non, c'est ça. C'est vraiment une chance, et on vit bien mieux aujourd'hui qu'il y a quelques bien sûr, siècles. Il faut en prendre conscience. Bien sûr. Il faut en prendre conscience, et il faut l'apprécier. Mais on pensait que cette abondance-là serait une sorte de pied de cocagne où tout irait bien, et en fait, c'est très compliqué à gérer. Effectivement, il faut mettre en place un certain nombre d'outils de gouvernance, enfin pas de gouvernance, mais de toute la complexité, et d'arriver à faire des outils qui soient suffisamment peu discrétionnaires pour pas être soumis à la main du politique, et qui permettent de gérer de l'abondance. Donc je parle effectivement de la dimension de la taxation des externalités négatives. Ça, c'est une bonne façon de faire ça. Il y a des logiques de réforme et de simplification fiscale majeures, sous forme de flat tax plus crédit d'impôt, qui sont des façons assez intéressantes Alors, impôt proportionnel, on va dire, sur Radio Courtoisie. Vous avez raison. Les crédits d'impôt, tout à fait. Vous avez des façons de créer de la monnaie, on va pas forcément rentrer dans le détail de ça, mais qui doivent s'affranchir de la création de dette. C'est un sujet un peu technique, mais j'ai des propositions également dans le livre là-dessus. De façon à enlever le pouvoir discrétionnaire des banques centrales, enfin en tout cas d'éviter un excès de pouvoir discrétionnaire des banques centrales. Donc il y a différentes solutions, mais que je propose. Il faut garder en tête que ces solutions sont parfois assez choquantes, c'est perturbantes. Je donne des solutions qui sont certainement pas des solutions auxquelles vos auditeurs sont habitués. D'accord. Mais qui sont des solutions qui me semblent, en tout cas, qui doivent être remises dans un contexte d'inversion complète de la façon dont on doit gérer l'économie demain par rapport à hier. Fort bien. Alors, j'ai encore 2 interventions d'auditeurs. Alors, je rappelle quand même que vous êtes à l'écoute du Libre Journal des économistes, et que mon invité est François-Xavier Oliveau pour son livre « La crise de l'abondance ». Alors, un auditeur nous dit « L'inflation existait bien avant le XXe siècle, c'était la réduction de la quantité de métal dans les monnaies, et cela était largement utilisé. » Alors, on en parlait, mais c'est...
Jacques Rueff, oui. Enfin, oui vous aviez oui. du traficotage, Oui, c'est ça. Henri VIII l'a fait largement. Mais à côté du quantitative easing, donc mais si vous regardez, si vous regardez l'évolution des prix sur des très longues durées, bien sûr qu'elle évolue parce qu'il y a des traficotages de monnaie. L'inflation qui est la dégradation durable de la valeur de la monnaie, Keynes dit que c'est une invention du XXe siècle, et là encore, je suis d'accord avec lui. D'accord. Alors, donc je reprends. L'inflation existait bien avant le XXe siècle, c'était la réduction de quantité de métal dans les monnaies, cela a été largement utilisé. Jacques Rueff a bien expliqué ce qui allait se passer quand Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en interdisant l'exportation d'or de la Federal Reserve. Et il a donné les conditions d'un retour à un système financier viable et stable qui semble correspondre au projet chinois basé sur l'or. Quant aux métaux, il y en a partout dans les sols, mais à quel coût d'exploitation ? Ce n'est pas un hasard si les gisements de cuivre sont situés dans une zone désertique, dans des gisements à ciel ouvert protégés des pluies. C'est aussi la raison de la colère de Trump, à qui Zelensky a vendu des terres rares qui n'existaient que dans les rapports des experts soviétiques. Alors, donc deux questions intéressantes sur la monnaie. Effectivement, 15 août 1971, la bascule complète de la dette. La fin des accords de Bretton Woods. Mais on a aujourd'hui un problème avec l'or qui est que l'or est en quantité limitée alors que la richesse augmente de manière infinie. Donc l'or n'est pas une solution. Voilà. Sur la partie métaux, en réalité, on s'aperçoit que les coûts des métaux baissent en temps de travail, toujours, baissent de manière continue, à l'exception des métaux justement qui ont une valeur monétaire, or, argent, platine. Et tous les métaux voient leur coût baisser. En réalité, le coût d'extraction, les gains de productivité sont supérieurs au fait que effectivement le cuivre est plus difficile à aller chercher parce que les mines, la qualité de gisement se dégrade. Mais l'effet qualité de gisement est inférieur à l'effet d'extraction. Donc le coût en réalité baisse. D'accord, oui. Surtout rapporté à la minute de travail ou à l'heure de travail. Absolument. Et les métaux sont de plus en plus accessibles. Nous avons la possibilité d'acheter de plus en plus de métaux. Absolument. D'accord, oui. Et enfin, une dernière intervention. Bonjour, êtes-vous pour le Frexit ou pour reconstruire une Europe des nations en partant des ambitions des peuples et pour retrouver notre indépendance et autonomie ? Cordialement, oui, pour ma part, je suis pas l'ennemi. Je ne sais pas ce qu'en pense François-Xavier Oliveau du Frexit. Je pense qu'on a un problème dans la création monétaire qui n'est pas spécialement lié à l'euro. Donc pour moi, j'ai des propositions sur la façon de créer de la monnaie qui sont Ça me fait peur à chaque fois quand je vous entends dire créer de la monnaie. Oui, mais vous êtes obligé en fait. Mais d'accord, mais continuez. En fait, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est l'une des crises de l'abondance, c'est que vous avez une déflation permanente. Soit vous laissez les prix baisser et les salaires baisser, mais ça c'est quasiment. Oui, mais c'est ce que les gens, ce à quoi les gens s'habituent avec le Bitcoin. C'est ce que m'a dit aussi Jacques Delarosière, qui est un libéral plus pur que moi de ce point de vue-là, absolument. Mais si vous décidez que c'est plus simple de gérer des prix qui sont plutôt stables ou légèrement en hausse, là vous devez vous poser la question de la façon dont vous créez de la monnaie. Et là, effectivement, c'est pas la question de l'euro. Il faut que vous choisissiez un produit, que ce soit le plomb ou la farine, qui sera l'étalon de la stabilité monétaire. Vous êtes obligé d'augmenter votre masse monétaire. Si vous augmentez la richesse et que vous voulez une stabilité des prix, il faut augmenter la masse monétaire. Non, mais ça, c'est normal d'augmenter la masse monétaire. Vous fabriquez un appareil photo, c'est sûr que cet appareil photo, et c'est Jean-Baptiste qui le dit, peut s'échanger contre de l'or, donc bien évidemment la quantité de billets, disons, peut augmenter à ce moment-là, mais la valeur de l'unité monétaire en or peut, elle, être invariable. Enfin, bref. Vous lancez un débat sur la monnaie à 30% 30 secondes à la fin de l'émission. Alors, vous êtes volontaire. Non, mais je ne lance pas le débat. Donc, c'était juste une discussion. Je rappelle que mon invité était donc François-Xavier Oliveau pour son livre La crise de l'abondance aux éditions de l'Observatoire. Je remercie Lisa Hirsig qui m'a aidé à préparer cette émission. Je remercie Benoît à la réalisation. Je remercie Jean-Loup au secrétariat. Et je vous retrouve le 18 mars prochain avec François Facchini. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Courtoisie.